BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour à l'heure du goûter, votre crunch crypto, oui, les meilleurs experts vous concoctent leur menu gourmet avec toujours, c'est vrai, une petite touche de piment. Alors vous savez que le piment n'a en soi aucun goût, il touche au système nerveux et c'est pour ça que ça pique ou que ça brûle, c'est pas une question de papilles. Alors votre rendez-vous qui picote au quotidien, il est ici, BFM Crypto, le club, chaque jour aux alentours de 16h35, facile à retenir, c'est l'heure du goûter. Adli Takal-Bataille vient de nous rejoindre. Bonjour Adli. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, président du Cercle du Coin. Absolument. Bravo. Associé fondateur de Shift Capital également. Également. Voilà, l'un des monuments de cet univers crypto en France. Raphaël Bloch aussi vient de nous rejoindre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Co-fondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, l'un des monuments du journalisme crypto, qui nous accompagne avec Grégory Raymond chaque semaine. Valentin Nico aussi avec nous. Bonjour Valentin. Valentin, êtes-vous là? Alors on va appeler Valentin comme on invoque les esprits. Valentin, êtes-vous là? Esprit, es-tu là? Oui, bien sûr, je suis là. Voilà, ravi de vous vous m'entendez, retrouver, Valentin. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On vous entend et on va vous écouter religieusement, Valentin, parce qu'il y a de vraies questions à se poser sur le potentiel des cryptos et notamment du Bitcoin et d'Ether. D'abord, tout simplement, est-ce que l'environnement crypto est pas un poil déprimant en ce moment? Non, mais franchement, je voyais tout à l'heure en avril, on est sur un mois pour l'instant de sortie record pour les ETF crypto avec déjà 417 millions de dollars de sorties selon UBS qui suit 160 trackers. Est-ce que l'environnement crypto est pas un poil décevant ou en tout cas déprimant en ce moment, Valentin? Alors déprimant, je ne sais pas. En revanche, c'est vrai que c'est difficile de se décider à la prise de risque de manière générale. On a beaucoup d'indicateurs spécifiques aux crypto-monnaies qui sont en phase de stagnation. Un très regardé notamment la capitalisation totale boursière des cryptos qui stagne autour de 2000 milliards de dollars, même si cet indicateur est un peu critiqué car il prend en compte des projets qui sont au point mort dorénavant. On a aussi quand même un sentiment de peur global qui lead le marché, que ce soit sur le marché action ou crypto. On peut notamment regarder l'indice de CNN Fear and Greed Index, où on est depuis quelques semaines maintenant plutôt en zone de peur, donc à 32 points pour être précis aujourd'hui, donc avec une prédominance d'un sentiment de peur, notamment à cause aussi d'un point de vue géopolitique et de resserrement des taux aux États-Unis, ce qui n'est bien sûr pas favorable aux actifs risqués. Donc on le ressent sur le marché globalement de la crypto-monnaie, et d'autant plus, on a aussi le VIX qui est à ses plus hauts niveaux, donc l'indice de la peur depuis début 2021. Donc on n'est pas sur des caractéristiques propices à la prise de risque. Maintenant, vous citiez les sorties records sur les ETF crypto. C'est une vérité. On a aussi des bonnes nouvelles. La semaine dernière, on a eu plusieurs levées de fonds d'entreprises qui développent des projets liant blockchain et jeux vidéo. Pour les citer, on a Framework, Forte ou Mythical Game aux États-Unis. On a Fidelity ils ont lancé des fonds de retraite ayant une grosse composante crypto. Et on a eu des nouveaux ETF agréés par la SEC la semaine dernière, favorisant la démocratisation de l'investissement en crypto-monnaie. Donc c'est vrai qu'on peut le voir, on peut le voir également comme éventuellement une opportunité pour rentrer sur des niveaux inférieurs à ce que était il y a quelques temps. Les niveaux, vous avez lâché le mot, l'analyse technique, le potentiel technique des cryptos. Comment le voyez-vous pour la suite? On voit Bitcoin aujourd'hui toujours sous les 39 000 $, Ether sous les 2 900 $. Quelle suite sur les cours des cryptos et est-ce qu'à votre avis, il va continuer de falloir de plus en plus regarder l'évolution du Nasdaq, les publications des GAFAM pour savoir quelle tendance attend les cryptos? Parce qu'on a vu une forte corrélation quand même ces derniers jours encore. Alors clairement, je vous entendais parler de diversification sur l'introduction et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore, on a quand même une corrélation qui s'installe assez forte avec les valeurs technologiques américaines. Et donc cette corrélation n'est plus une question, il me semble, dorénavant. Et donc on est sur des zones de support sur les cryptos majeurs, comme sur par exemple le Nasdaq qui se trouve à 13 000 points, avec un potentiel de perte éventuelle qui est assez fort dans un cas ou dans l'autre. Ce qui renforce ce sentiment cette difficulté de prise de risque. Et il est vrai que si on anticipe par contre un rebond des valeurs technologiques suite, pourquoi pas, des très bonnes publications de certains GAFA, c'est vrai que pour l'instant, d'ailleurs, les publications sont plutôt positives, mis à part Alphabet, il me semble. Donc on peut avoir
ce sentiment porteur qui pourrait pousser le marché crypto et de redémarrer une tendance haussière pour le Bitcoin. Maintenant, pour le moment, on reste tout de même sur des niveaux d'alerte en bas de range, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc on peut citer 38 000, 45 000 pour les niveaux support résistance, donc ce range qui se construit sur le Bitcoin. Donc on est bien sûr plus proche des niveaux inférieurs. Et c'est le même cas pour l'Ethereum. Et c'est vrai qu'il y a peu de niveaux intermédiaires. Donc s'il s'avère, s'il se passe une quelconque mauvaise nouvelle, on pourrait éventuellement avoir des corrections assez fortes. Sur le Bitcoin, les prochains niveaux se trouvent à 25 000. Sur l'Ethereum, 2500 $. Donc c'est vrai que pour les nouveaux entrants, il faudrait peut-être attendre que la fumée retombe un petit peu, que le marché prenne une direction pour entrer avec plus de confiance sur ce marché. Dernièrement, on a eu une progression vraiment larvée. C'était la 5e séance de baisse donc pour le Bitcoin, où on revient sur ses supports. Donc le sentiment de peur est compréhensible, et d'autant que voilà, les intérêts acheteurs et vendeurs sont plus vraiment là. Il y a une baisse du volume. On voit que le marché, comme sur le marché action, est clairement en attente d'un catalyseur directionnel. Sur la corrélation, qui reste une vraie question, est-ce que le potentiel des cryptos dépendra de plus en plus encore à l'avenir du potentiel du Nasdaq? Est-ce qu'on n'est pas déjà à 100% de corrélation? Vous disiez à l'instant, Valentin, la question se pose de moins en moins, on la voit vraiment clairement désormais, la corrélation. Et j'ai aperçu là, en plateau ici, réagir à vos propos. Adlit Akal-Bataille, vous étiez en train de dire, je sentais à votre visage que non, vous n'étiez pas convaincu de cette corrélation ou qu'elle soit quelque chose de définitif. Voilà, je ne sais pas si elle est définitive dans le sens où on a connu Bitcoin en marché haussier, on a connu Bitcoin en marché de stagnation et d'incertitude, on va dire, par rapport à l'économie, je veux dire, mondiale, mais on n'a pas encore connu les crypto-monnaies de manière générale en marché de récession. Et c'est possible que s'il y a un découpling, entre guillemets, sur la corrélation, il se passe à ce moment-là. C'est là où Bitcoin, et les crypto-monnaies qui sont plus des actifs à risque, deviendraient peut-être des actifs de réserve. C'est une des questions, en tout cas, qu'on peut se poser. Pour moi, on ne peut pas acter le fait que, oui, maintenant, c'est corrélé au Nasdaq. Dans l'incertitude, clairement, parce que Bitcoin et les crypto-monnaies réagissent énormément aux news, plus que les actifs traditionnels. Mais post-période, on va dire, guerre, Covid, etc., on pourra peut-être voir un découpling. Valentin, on vous rejoint à nouveau. Valentin Nicot pour Bourse Direct. Allez, une minute sur une troisième crypto. On parlait là des deux reines, Bitcoin et Ether. Si on essaie de trouver un peu plus de potentiel ailleurs, où est-ce qu'on le trouve, ce potentiel? Sur quelle autre crypto, d'après vous? Alors, pour les plus opportunistes d'entre nous, j'ai choisi, et j'ai été un peu chauvin, un projet français qui s'appelle The Sandbox, qui propose une sorte un métaverse plus ou moins complet, donc alliant jeux vidéo, crypto et NFT au sein d'un même métaverse. Ça utilise la blockchain Ethereum et la crypto Sand, donc S-A-N-D. Il y a énormément d'entreprises qui sont entrées dans le projet, notamment Carrefour, Ubisoft ou AXA, pour prendre des secteurs différents les uns des autres. Et on est sur un support très important comme pour les autres, donc autour de $2,5. Et donc peu de niveaux intermédiaires en dessous, jusqu'à 1,65. En revanche, c'est vrai qu'il y a un potentiel de hausse très intéressant, et c'est un projet qui est en train de monter, et de se faire connaître de plus en plus. Donc voilà, je voulais proposer cette petite idée à nos auditeurs. Merci beaucoup, et on rappelle à ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir en crypto-monnaie que l'argent que l'on est prêt à perdre. On le répétera tous les jours dans ce rendez-vous BFM Crypto, le club. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Valentin Nicot, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Beaucoup de prudence parce que tout cela reste très spéculatif. À bientôt Valentin, ça reste spéculatif. Il n'empêche, les cryptos poussent leurs pions et leurs avantages de plus en plus jour après jour. On vous fait vivre ce feuilleton de l'adoption crypto sur BFM Business. On va parler d'ailleurs d'une opération, Raphaël, qui pourrait faire grand bruit en France, et c'est vous, The Big Whale, qui révélez cette information. Ce serait en fait l'investissement de la banque Oddo BHF dans CoinHouse, la plus grande plateforme crypto française. Ouais. Oddo BHF dans CoinHouse. Alors ça, c'est c'est plus le choc des mondes, là, c'est l'intégration des deux mondes. Ouais, non, effectivement, on l'a sorti donc ce matin dans notre newsletter payante. Et c'est vrai que, alors bon, le deal n'est pas encore totalement acté. Les négociations sont en fait arrivées au bout. Il reste plus qu'à en fait ajuster quelques paramètres. Alors,
Odo BHF, pour vous donner une petite idée, c'est une banque privée franco-allemande qui a un peu plus de 2500 collaborateurs dans le monde. Et c'est quand même une banque qui gère un peu plus de 100 milliards d'euros d'actifs. Donc c'est quand même un acteur qui pèse. C'est une vraie référence européenne. Exactement. Et en fait, en face, on a CoinHouse, une entreprise que beaucoup d'investisseurs dans les cryptos connaissent. C'est un fleuron français. C'est la plus grosse plateforme de crypto française. Et c'est vrai que il y a cette opération qui est en train de se mener. Elle devrait normalement, selon nos informations, être annoncée dans les jours qui viennent. Et donc voilà, on a sorti l'info ce matin. Bon, Odo BHF dans CoinHouse, ce serait vraiment important. En quoi ce serait une opération structurante ou majeure ? En fait, pour plusieurs raisons, mais la raison la plus importante, c'est que Odo BHF est une banque, et donc ce serait vraiment l'arrivée avec une opération assez structurante, en fait, d'un acteur bancaire, donc un acteur traditionnel, dans le secteur des cryptos. Ce serait la première opération de cette envergure en France. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques banques, Société Générale, par exemple, sa filiale, Forge, qui touche à tout ce qui est blockchain et un peu la crypto, mais aucun acteur bancaire en France n'a jusqu'à présent investi dans un acteur spécialisé dans les cryptos. On sait qu'il y a Delubac qui a qui a eu son statut de PSAN, qui va commencer à offrir des services crypto. Mais c'est vrai que une telle opération, on n'en a pas encore vu en France, et même en Europe, c'est relativement rare. C'est plus aux États-Unis qu'on voit des opérations de ce type, où des acteurs comme Goldman Sachs, JP Morgan, en fait, ont investi dans des acteurs spécialisés dans tout ce qui est crypto. Quel intérêt Odo BHF trouverait-il à investir comme ça dans cet univers crypto ? En fait, il faut simplement penser à l'environnement dans lequel Odo BHF aujourd'hui évolue. Ils ont à peu près 60 000 clients, des particuliers fortunés et aussi tout ce qui est institutionnel, fonds d'investissement. Et ce sont des acteurs qui, avec la hausse récente des marchés, ont vu qu'il y avait quelque chose sur les cryptos, commencent à demander en fait comment on investit sur le Bitcoin, comment on peut aller sur des produits un peu plus structurés. Et quand vous êtes une banque comme Odo BHF, vous devez répondre à cette demande. Vous avez le choix entre développer ces services en interne ou alors vous appuyer sur les services d'un acteur comme CoinHouse qui est réglementé, régulé et qui peut justement vous fournir tous ces produits que vous distribuerez à votre clientèle. Voilà. Okay. Et après, de l'autre côté, concernant CoinHouse, c'est un deal qui leur permet en fait de se développer un peu hors de France, parce qu'Odo BHF a des clients en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays du monde, avec des volumes quand même conséquents. Quand on parle de plus de 100 milliards d'euros d'actifs, ça commence à faire. Donc même si vous imaginez une petite poche qui pourrait être allouée sur des cryptoactifs, tout de suite pour CoinHouse, ça élargit énormément l'horizon. Oui, le fait qu'Odo BHF choisisse CoinHouse, et ce sont vos informations, on rappelle The Big Whale, la baleine. Est-ce qu'ils vont pas un peu trop vite en besogne Odo BHF, à savoir que oui, aujourd'hui CoinHouse et PSAN, et on espère qu'ils le resteront, mais d'autres acteurs beaucoup plus gros, proposant une offre beaucoup plus large, pourraient devenir PSAN à leur tour. Est-ce qu'Odo BHF, là, en choisissant CoinHouse, ne va pas un peu trop vite en besogne et risque pas de se passer d'acteurs peut-être encore plus efficaces ? C'est évidemment la question, mais pour le coup, on sait que dans l'écosystème des cryptos, les choses vont très vite. C'est à chaque fois une histoire de mois. Donc finalement, vous avez le choix quand vous êtes une banque comme Odo BHF de vous dire est-ce qu'on attend encore longtemps avant d'y aller ? Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule banque à réfléchir à ce type d'investissement et à justement muscler la partie crypto. Donc vous avez le choix entre effectivement attendre d'avoir peut-être un mastodonte, mais quitte à finalement ne même pas en fait être capable de maîtriser votre offre. On pense par exemple à un Binance qui va arriver en France là dans les semaines qui viennent. Ils ont déjà beaucoup de clients et finalement ils s'adressent aux clients particuliers. Et donc voilà, vous avez le choix entre attendre ou alors vous dire le train passe, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit les premiers, et donc on va essayer d'accélérer pour préempter un peu ce marché et offrir des services assez vite à nos clients. Odo BHF donc qui investirait dans CoinHouse, voilà cette information que vous révélez aujourd'hui. Ali Takal-Bataille, Odo BHF, c'est vraiment dans l'univers financier un des acteurs les plus crédibles, les plus installés, les plus suivis, avec une très belle clientèle quand même. Mais moi, ce que je trouve amusant entre guillemets, c'est qu'on avait pris l'habitude de voir l'inverse. C'est-à-dire que la fondation Litecoin avait investi dans une banque du Liechtenstein. Il y a la holding mère de BitMEX qui avait investi dans une banque allemande, si je ne me trompe pas. Et on a vu beaucoup de deals comme ça d'acteurs crypto qui rentraient dans des acteurs financiers traditionnels pour réussir à avoir accès à des services traditionnels plus facilement. Et là, on voit enfin finalement ce renversement. Donc c'est assez amusant et on verra qui gagnera. Je sais que souvent, en discussion, on aime bien se dire que finalement Binance rachètera peut-être une des top 30 banques un jour. Ouais. C'est pas impossible. Ouais. Et ce sera elle la banque de demain, tout comme Coinbase est souvent comparée à une banque finalement, et serait déjà
plus grande que quasi toutes les banques françaises. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant vraiment dans ce deal, c'est que vous avez un peu, entre guillemets, le meilleur des deux mondes qui va se rencontrer. C'est-à-dire que ce sont Coinhouse, c'est vraiment un acteur important en France. Odo, sur son segment de banque privée, idem, pèse beaucoup sur son segment. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce sont des acteurs qui se jaugent. Et puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a aussi des synergies, il y a des choses à faire. Et donc, on va suivre ça avec attention. On va voir si effectivement le deal va jusqu'à son terme. Mais en tout cas, ce serait vraiment un signal fort. Et on peut imaginer qu'il y ait d'autres opérations de ce style dans les mois et les années qui viennent, parce que la finance traditionnelle et la finance liée aux crypto se touchent de plus en plus. Je peux témoigner d'un phénomène. D'ailleurs, on reçoit ici beaucoup d'acteurs de la finance traditionnelle, BFM Patrimoine le matin avec Cédric Decoeur, et puis après-midi BFM Bourse, nos experts financiers qui vont venir d'ailleurs sur ce plateau dans 10 minutes pour parler de la séance du jour. Quand ils viennent, de plus en plus, souvent, ils me disent avant, il fallait justifier quand on voulait s'intéresser ou proposer dans nos fonds des entreprises liées au blockchain ou aux cryptoactifs, il fallait le justifier. Maintenant, il faut justifier quand on n'en propose pas à nos clients. Nos clients, désormais, sont de plus en plus demandeurs, et quand on n'en propose pas, il faut savoir le justifier. Les choses sont en train de se transformer et de s'inverser. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut évidemment pas basculer rien à tout sur ce secteur. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les établissements financiers traditionnels sont évidemment confrontés à une demande de plus en plus croissante de la part de leurs clients, qui soit par curiosité, soit même par vraiment intérêt financier, veulent y aller. C'est ce feuilleton d'une adoption qu'on essaie chaque jour de vous faire vivre sur BFM Business, cet autre flanc de la montagne, la nouvelle finance qui émerge. Et on suit parallèlement aussi le grand feuilleton de la réglementation européenne. Alors là, c'est Dallas, on n'est jamais déçu, Adli. Une proposition de réglementation a d'ailleurs été approuvée par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Une mesure, donc dans cette proposition, une mesure concerne l'identification des portefeuilles unhosted, donc non hébergés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et est-ce que vous trouvez cette proposition encourageante, rassurante, satisfaisante, Adli? Pas vraiment. Elle me semble assez problématique dans le sens où, dans un premier temps, elle est très contraignante pour les exchanges, pour les plateformes, parce que c'est elles qui vont potentiellement devoir tracer ces portefeuilles, alors que ça peut être des portefeuilles de personnes qui ne sont même pas clients chez eux, ce qui est assez curieux. Et après, c'est très très contraignant pour le client. C'est-à-dire qu'on a quand même déjà une assez lourde obligation quand on va sur des plateformes crypto de donner son identité, de justifier potentiellement d'où viennent les fonds. Commencer à créer une barrière pour tout simplement sortir de l'exchange vers finalement le monde crypto, c'est prendre un gros risque, parce que finalement peut-être que les exchanges vont dire maintenant je vais uniquement whitelister les adresses de mes collègues entre guillemets, autres exchanges, et puis finalement je vais plus permettre de sortir sur le réseau Bitcoin. Donc en fait on arriverait finalement à une espèce de bancarisation des plateformes d'échange et des cryptos, alors qu'elles sont avant tout là pour libérer les personnes et leur permettre de transacter librement. L'autre gros problème, c'est le risque de contrepartie. C'est-à-dire qu'un spéculateur a tout intérêt à avoir ses fonds sur les exchanges. Pas tous les spéculateurs, certains préfèrent le faire dans la finance décentralisée, d'autres préfèrent la finance centralisée, on va dire, les exchanges centralisés. Et donc, ces spéculateurs-là ont besoin d'avoir finalement des fonds présents sur les exchanges, mais les autres, non. C'est-à-dire que quelqu'un qui juste épargne et veut garder les bitcoins sur le long terme n'a pas à laisser ses bitcoins sur les exchanges, comme on dit dans le jargon, entre guillemets, not your key, not your bitcoin. Donc il faut absolument, si on conserve sur le long terme, soit se procurer un ledger, soit faire une autre sorte de portefeuille, en tout cas qui est externe et qui est totalement libre de toute intervention extérieure. Oui, il y a ce slogan, ce dicton aussi qui dit « no keys, no cheese ». Voilà, il faut surtout pas perdre ses clés. Donc cette proposition des députés européens viserait à obliger les plateformes d'exchange à pour l'instant identifier les gens qui transféreraient de l'argent de l'exchange vers un unhosted wallet, donc un ledger par exemple. Et ça bloquerait aussi plein de services, c'est-à-dire que tous les services qui se développent actuellement dans les cryptos, même les NFT ou autres, vont se développer directement sur les chaînes. Mais on comprend quand même l'intention, Ali. Le but, c'est de lutter contre le blanchiment et le terrorisme, protéger les consommateurs, protéger les investisseurs. Vous êtes contre la régulation par principe? C'est votre côté ultra-libertaire là qui ressort? Absolument pas. Non, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça toujours. Il faut toujours s'en méfier. C'est juste que la régulation, elle doit finalement encadrer sans verrouiller et sans bloquer. Et c'est-à-dire que les gens en crypto, on pense souvent, ils détestent les règles. C'est pas du tout le cas. Bitcoin, c'est un système de règles par essence. C'est un protocole, donc c'est un système de règles. Toutes les cryptos sont des systèmes de règles qui permettent juste de les automatiser
et de ne pas avoir à reposer sur un tiers pour les opérations qui ont attrait à ces règles. Donc finalement, on a, à mon sens, je pense, surtout une méconnaissance du sujet par les régulateurs, et c'est un problème. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'il y a 2 semaines, il y avait la Paris Blockchain Week à Paris. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu énormément de politiques ou autres sur place, alors que c'était un moment pour pouvoir rencontrer potentiellement l'écosystème. Il y en avait quelques-uns, c'est vrai qu'après on peut toujours... non, mais bien sûr. Plus, mais oui, non. Non, mais il y avait déjà les convaincus, j'ai envie de dire. Oui, non, mais c'est... Ouais. Et là, par exemple, il y a le P2P Festival aussi cette semaine à Paris. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de gens qui vont s'y balader. Donc je pense qu'il y a un manque d'éducation, peut-être de pédagogie aussi, pour comprendre les enjeux et comprendre que c'est un système qui est totalement différent. Et essayer de calquer finalement une législation existante sur un monde qui marche d'une manière totalement différente, notamment par exemple sur le risque de contrepartie ou l'élimination des tiers. C'est un rond dans un carré. C'est un peu dangereux, oui. Non, mais pour rebondir, parce que je suis plutôt d'accord avec ce qu'Ali vient de dire, c'est vrai qu'il y a finalement 2 manières de voir les choses. Il y a l'approche philosophique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comment on perçoit les crypto-monnaies, le rapport justement à l'argent, est-ce qu'on peut garder en propre ces crypto-monnaies. Il y a aussi l'anonymat, la sécurisation de ces données. Et puis après, il y a la dimension technique. Et c'est vrai que sur ce dossier, ce qui est intéressant, c'est qu'il est évidemment indispensable de réguler le secteur. On ne peut pas considérer qu'un secteur va échapper à la règle commune. En revanche, c'est aujourd'hui considérer qu'on peut appliquer les mêmes standards à tout l'univers crypto que ceux qu'on applique aujourd'hui à l'univers financier traditionnel est une erreur. Et effectivement, sur ces fameux unhosted wallets, finalement, on va se retrouver dans une impasse parce que personne ne va être capable de flécher en fait les flux que les acteurs sont censés flécher, que ce soit les plateformes, parce que ce ne sont pas elles qui vont finalement pouvoir contrôler qui détient les wallets. Et même, il s'avère que voilà, en France, vous dites que ce sera inapplicable. Vous dites que ce sera inapplicable. Non, mais c'est inapplicable en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est inapplicable parce que même, on a posé la question à Ledger, qui est le champion français et même le champion mondial de tout ce qui est, justement, vous savez, les petits ledgers, les petits nanos qui permettent de garder vos crypto-monnaies. Ledger ne va pas non plus faire ce travail de traçage de tous les flux des clients. Donc en réalité, parce que techniquement, c'est impossible. C'est-à-dire que ils pourraient le faire, mais dans tous les cas, ça n'est pas leur métier. C'est-à-dire qu'après, si on les y contraint, ça deviendra leur métier, Raphaël. Oui, mais dans ces cas-là, ils arrêtent de travailler. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ils disent, écoutez, nous, on ne veut pas faire ça, et donc on va arrêter de bosser. Et surtout, dans un monde où on voit des leaks apparaître sans cesse, etc., c'est extrêmement dangereux qu'il y ait partout notre historique complet de transactions ou de ce genre de choses. C'est-à-dire, moi je ne suis pas contre le ciblage d'individus qu'on a déjà repérés comme étant malveillants, mais le traçage généralisé, on sait déjà que ça ne fonctionne pas très bien. Si on regarde, je veux dire, les mesures KYC-AML depuis 20 ans, elles sont renforcées, donc lutte contre le blanchiment, identification des clients, etc. Et si on regarde les études sur le sujet, les chiffres combien ça prend sur la part, entre guillemets, des flux légaux, c'est 0,1% ou 0,2%. Et pourtant, ça peut prendre jusqu'à 20% en budget pour la compliance des banques. C'est-à-dire que le remède serait pire que le mal, en fait. À mon sens, oui. Je pense qu'il faut un cadre avec une certaine légèreté et passer d'une logique de traçage généralisé à du ciblage Alors voilà, très précis. Quelles sont vos solutions? Comment peut-on s'assurer à la fois d'une certaine sécurité, c'est important, et d'un bon développement quand même de l'écosystème? Alors, je pense déjà qu'il y a la prévention. Il y a une deuxième chose, c'est la remontée d'informations, faciliter la remontée d'informations. Comment ça se fait qu'on n'ait pas une extension qui nous permette facilement de dénoncer un site qui paraît frauduleux ou illégal? Parce que moi, j'ai déjà dénoncé des sites sur les sites concernés, et je peux vous dire que c'était une expérience assez spéciale. Par exemple, une fois, j'ai une réclamation qui n'était pas passée parce que j'avais un « et » dans mon texte. Donc un E accent aigu, et du coup le formulaire marchait pas. Donc on est à ce niveau-là. Donc il faut faire la démarche, etc., prendre le temps. Déjà améliorer l'existence, ce serait une première bonne étape. Améliorer la remontée d'informations. Okay. Et après, il faut sanctionner. C'est-à-dire que ça demande des moyens. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont souvent un enchâssement de société qui vont assez opaques. Ils vont être dans d'autres juridictions, donc ça demande aussi de la collaboration potentiellement avec d'autres États. Ce que je veux dire, c'est que les arnaques fleurissent avec ou sans régulation. Et les gens vont continuer de chercher des placements intéressants ou alternatifs. Mais c'est catch me if you can. Mais du coup, le problème, rapide des deux. le problème, c'est que finalement, on ouvre un boulevard aux arnaqueurs parce que plus on empêche finalement aux gens d'accéder à des produits intéressants, plus ils vont essayer de les chercher désespérément ailleurs et peut-être plus se faire arnaquer, à mon sens. Raphaël. Ouais, le mot de la fin. Ouais, non, mais le bouquet final. Voilà. Non, mais c'est vrai que, et on en a déjà parlé, c'est-à-dire que
là, on parle de détails qui sont indispensables, mais réglementaires, techniques. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on vit tous sur la même planète et que pendant qu'on discute, et ce qui est nécessaire, de toutes ces règles, ça avance aussi aux États-Unis, ça avance en Asie, ça avance en Afrique, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que, certes, l'Europe se développe bien sur ce secteur, mais les autres le font aussi. Et donc, chaque fois, il faut penser en fait, l'Europe au milieu d'un écosystème mondial qui se développe à la même vitesse. Et pour l'instant, des très grandes zones, on va parler de la Chine d'une part, les États-Unis d'autre part, et l'Europe à l'échelle européenne vraiment d'autre part, qui pèse lourd quand même à l'échelle européenne. C'est le premier marché mondial, 500 millions d'habitants, c'est plus que le nombre d'Américains. Donc c'est beau quand même l'Europe. L'Europe, pour l'instant, est la seule à se montrer aussi, pour l'instant, frileuse, même si elle est ouverte aux cryptos, mais quand même à vouloir monter une réglementation aussi frileuse. Les Américains sont moins frileux pour l'instant. Je pense que c'est une question de philosophie, pour finir là-dessus. C'est une philosophie, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans le droit a priori, c'est-à-dire qu'on aime préconcevoir les règles et puis après les appliquer, tandis qu'il y a d'autres pays qui sont plus dans la... On laisse les acteurs faire un peu d'exploration et après on va réglementer par rapport à ce qu'on a remarqué. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là que se soucie qu'on trouve le nœud. C'est comme sur les marchés, il y a la vision top-down qui est peut-être la vision européenne et la vision bottom-up qui est plus la vision américaine dans cet univers et cet écosystème crypto. Merci de nous avoir accompagnés, merci à tous les deux. Adli Takal Bataille, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Merci. À bientôt. C'était votre première sur BFM Business. J'espère que vous reviendrez. Avec Raphaël plaisir. Bloch. Lui, il revient toutes les semaines, Raphaël. Alors là, il ne peut plus s'en passer. Raphaël Bloch, qu'on est ravi de retrouver chaque jeudi, en effet, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Voilà, notre Dream Team BFM Crypto. On va dans un instant se reconnecter au marché. La séance du jour, le CAC 40 est toujours en hausse, pénible de seulement 0,4%. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.